Thank you very much. I will speak a little in English, but my speech was in French. And I will try to translate if you want for somebody who doesn't understand French or English. And thank you for having invited me to have a speech here on Presence Africaine. I'm glad to be here. In 86 and 88, I was not far from here. I was in Hamburg in a program about Cameroonian, Togolese, and German in Africa. It was another program, but it was another days. And today I want to speak about Presence Africaine, his history, his importance on African thought or thinking, and his actuality on those topics. Pour parler de présence africaine, nous avons trois dates, 1947, 1949, 1956, 1979. Et je voudrais, autour de ces trois dates, essayer de situer non pas simplement l'histoire de présence africaine dans la naissance d'une certaine pensée que l'on va appeler africaine ou africaine et diasporique, montrer l'importance que cette pensée peut avoir dans le domaine de la philosophie, puisque c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, dans un contexte qui est celui de sa naissance, qui est le contexte de la globalisation, et enfin montrer comment ce contexte qui est celui de la globalisation va conduire à une réflexion qui est une réflexion sur les domaines qui sont ceux de la pensée liés à la philosophie et à la littérature en particulier. Pour ce faire, il me faut revenir, bien sûr, n'est-ce pas, sur l'histoire en trois dates. Donc, première date, 1947, naissance de la revue Présence Africaine. C'est une histoire que vous connaissez très bien, mais je vais aller très vite, qui est la revue créée par Alioune Diop. En général, on ne parle pas beaucoup du fondateur de la revue, à savoir Alioune Diop. On fait comme s'il était comme une sorte d'émanation venue d'en haut, comme s'il n'avait pas d'histoire propre. Mais ce qu'il faudrait savoir, et je le rappelle assez rapidement, c'est qu'il est né en 1910, il va mourir en 1980. Et que son itinéraire personnel est un itinéraire qui va le conduire à faire des études d'abord en Algérie avant de se retrouver en France, et qui n'a pas fait de grandes études dans les grands lycées parisiens, donc il ne connaît pas en fait la France, qu'on le veuille ou non. Il est surtout connu pour avoir été le secrétaire particulier du gouverneur de l'Afrique de l'Ouest au Sénégal à Dakar pendant 4 ans, poste à la suite duquel il va être coopté pour être élu sénateur de la République en France au titre du Parti socialiste. J'insiste sur ce point parce que cela a quelque chose à voir avec la suite. Donc il va être sénateur pendant 3 ans et à la suite, évidemment, en 1945, donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de nouvelles élections qui sont convoquées en France, il va perdre son siège de sénateur en 1946, il va démissionner de la politique et ne va plus jamais y aller. C'est important pour comprendre ce qui va suivre. Donc ce qu'il va faire une fois devenu sorti du cadre de la politique, c'est de se lancer dans une entreprise qui est une entreprise culturelle et donc va créer cette revue qui est la revue Présence Africaine avec un objectif qui est un objectif culturel particulier. Je vais y revenir tout à l'heure. Deuxième date qui est importante, c'est 1949, dans le sillage de cette entreprise qui est celle de la création d'une revue, la revue dite Présence Africaine. Il va lancer une maison d'édition avec le même nom, la maison d'édition Présence Africaine, qui ne se situe pas à cette époque-là, comme on le sait aujourd'hui, dans le quartier latin, mais plutôt dans le 12e arrondissement de Paris. Et cette maison d'édition va publier, cela a été rappelé tout à l'heure, un premier ouvrage qui est un ouvrage de philosophie, et qui est évidemment la traduction en français de l'ouvrage du révérend Père Tampels, La philosophie bantoue. La philosophie bantoue, c'est le premier livre de la maison d'édition Présence Africaine, et qui va fixer pour toujours, si j'ose dire, le regard que l'on va porter sur cette maison d'édition comme étant la maison d'édition de la philosophie africaine, même si ce n'est pas très exactement le cas. Troisième date qui sont des dates importantes, 1956-1979. 1956, c'est le premier congrès des écrivains et artistes noirs qui se déroule à Paris, à la Sorbonne, à l'amphithéâtre Descartes, du 19 septembre au 24 septembre 1956. Et qui va fonder le départ ou le début d'une activité que l'on peut considérer comme étant une activité culturelle, où il s'agira de défendre, à travers des festivals, l'image qui est celle de l'Afrique,
ce que l'Afrique peut apporter du point de vue culturel, la représentation qu'elle se fait d'elle-même en tant que continent, qui est un continent d'action culturelle et qui va se poursuivre en 2 lieux importants. 1959 à Rome, qui poursuit l'entreprise de 1956, 1966 à Dakar, qui va évidemment être le premier festival mondial des arts nègres, puis 1977 à Lagos, qui est en fait la version anglaise de ce qui s'est produit, bien sûr, n'est-ce pas, à Dakar en 1977. Donc l'entreprise va s'achever assez rapidement en 1980 avec la mort d'Alioune Diop. Je viens de résumer là assez rapidement l'itinéraire qui est celui de la revue Présence africaine du vivant d'Alioune Diop. Évidemment, ces 3 dates qui sont importantes permettent en quelque sorte de rappeler l'importance qui est celle de la revue Présence africaine et d'abord le titre. Le nom Présence africaine est choisi précisément pour pouvoir dire une absence. C'est-à-dire qu'au fond, il s'agissait pour Alioune Diop, en 1946 et en 1947, de faire voir, de rendre présent en France quelque chose qui était déjà là, mais qui n'avait jamais été vu. Et qu'est-ce qui était là, qui n'avait jamais été vu? C'était non seulement un certain nombre de jeunes intellectuels noirs venus d'Afrique et venus des Antilles, ou de façon assez rapide, de l'outre-mer, pour reprendre l'expression de l'époque, qui avaient non seulement fait toutes leurs études, ou la plupart de leurs études en France, qui l'avaient faites en français, qui pensaient le monde à partir justement des catégories qui sont des catégories françaises, et qui s'étaient insérés, intégrés, assimilés complètement à la pensée française ou à l'histoire de France. Et en cela, il faudrait juste rappeler que cet itinéraire qui est celui des jeunes intellectuels africains et antillais à Paris correspond très précisément à 2 entreprises historiques menées par la France depuis au moins le XVIIe siècle, à savoir d'une part l'esclavage, à savoir la première mondialisation, qui va conduire, bien sûr, n'est-ce pas, à l'érection d'un certain nombre de territoires qui sont des territoires de l'outre-mer, à savoir Haïti, Martinique, Guadeloupe, Guyane et un peu plus tard Réunion. Je laisserai de côté la Réunion parce que cela ne fait pas partie effectivement de notre propos aujourd'hui. Et deuxièmement, une entreprise qui est une entreprise bien connue, qui est l'entreprise de colonisation de la France en Afrique noire et non plus cette fois-ci aux Amériques, et qui va permettre en quelque sorte, n'est-ce pas, de faire de la France, comme vous le savez sans doute, le grand empire colonial qui va effectivement régner sur plusieurs continents à la fois, tout au long du 19e et au début du 20e siècle, comme elle va, en 1931, vous le savez sans doute, faire la preuve devant le monde entier, au moment, bien sûr, n'est-ce pas, du fameux festival qui va s'établir justement à Paris en 1931, moment au cours duquel la France célèbre, en quelque sorte, on le sait très bien, sa présence, qui est une présence mondiale et coloniale. Ces éléments vont permettre en quelque sorte de rappeler, pour Présence africaine, qu'il existe quelque chose qui a été complètement ignoré en France, à savoir précisément la présence, qui sont celles des hommes et des femmes noirs, j'utilise bien sûr, n'est-ce pas, cette expression ici à bon escient, hommes et femmes noirs qui sont en quelque sorte, je vais utiliser encore une expression qui est une expression contemporaine, complètement invisibilisés dans l'espace qui est l'espace public, complètement invisibilisés du point de vue de leur conception du monde, complètement invisibilisés du point de vue de leur rapport à l'administration coloniale ou bien à l'État colonial. Pourquoi est-ce que ceux-ci sont invisibilisés? Pour une raison qui est une raison assez simple, signée, bien sûr, n'est-ce pas, par la modalité qui est celle de l'intégration des Noirs en France, qui est la modalité de l'assimilation. On considère que tous les Africains qui viennent d'Afrique, que tous les Noirs qui viennent des Antilles sont considérés comme étant français, je veux mettre beaucoup de guillemets, bien sûr, n'est-ce pas, français, c'est-à-dire qu'on ne se pose même pas la question de savoir s'il y a ou pas une sorte de radicale différence entre ceci et cela. Or, cette présence invisibilisée est paradoxale, puisque, on le sait très bien, la colonisation a ceci de particulier en France, c'est qu'elle érige malgré tout, et en l'absence de cette, et en présence de cette invisibilisation, elle érige malgré tout un certain nombre d'intellectuels comme étant des intellectuels français, dans 2 domaines qui sont deux domaines particuliers. Toute une partie de l'administration coloniale en France et dans l'outre-mer est noire. Il faudrait bien rappeler que la plupart des administrateurs coloniaux en Afrique sont d'origine guyanaise. Si on ne rappelle pas ça, on ne comprend pas grand-chose, bien sûr, n'est-ce pas, à la particularité, bien sûr, n'est-ce pas, de la colonisation française en Afrique subsaharienne. Deuxième élément, la plupart de tous ces intellectuels qui sont des intellectuels noirs sont des écrivains
font de la poésie, publient un certain nombre de textes littéraires, dans le sillage qui est celui, bien sûr, n'est-ce pas, de la plupart des administrateurs coloniaux en Afrique. Je rappelle que la France est le pays dans lequel plusieurs administrateurs coloniaux sont anthropologues, écrivains pour la plupart, poètes aussi, et qui sont considérés comme étant des penseurs un peu de la société coloniale, puisqu'ils vont être à l'origine des mouvements qui sont des mouvements littéraires, comme celui, excusez du peu, de la littérature coloniale, qui va être inventée, bien sûr, n'est-ce pas, dans les années 30. Le clou de cette particularité de la France, c'est en 1920, l'avènement ou l'érection d'une figure qui est une figure importante, c'est celle de René Maran, écrivain d'origine guyanaise, administrateur colonial, et qui en 1921, à partir de son roman Batouala, véritable roman nègre, va recevoir le prix Goncourt. Cela veut donc dire qu'en 1921, la France reconnaît qu'un administrateur colonial d'origine guyanaise et noire peut recevoir le plus grand prix littéraire français. Il y a là un paradoxe, n'est-ce pas, qui est un paradoxe assez important, sur lequel, bien sûr, va capitaliser, on le sait très bien, Alioune Diop lorsqu'il crée la revue Présence africaine. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'en 1946, Alioune Diop crée la revue Présence africaine, il fait d'abord appel aux intellectuels qui sont des intellectuels de la diaspora, venus d'Haïti pour la plupart et qui sont en France depuis la fin du 19e siècle. Je n'ai pas le temps, bien sûr, n'est-ce pas, de m'intéresser à ce cas, mais surtout aux intellectuels qui sont des intellectuels venus de l'outre-mer, Martinique, Guadeloupe en particulier, qui, eux, sont bien intégrés, bien sûr, n'est-ce pas, dans la société française des années 1940. Il ne fait pas appel tout de suite aux intellectuels qui sont des intellectuels de l'Afrique subsaharienne et en particulier de l'Afrique noire. Pourquoi? Parce que les seuls qui ont pignon sur rue sont ceux qui ont connu évidemment un circuit qui est un circuit d'éducation d'excellence en France, à savoir des étudiants ou des anciens étudiants des grands lycées comme Louis le Grand par exemple, où ont été Césaire et Senghor, ou alors ceux qui ont eu l'agrégation en 1935, c'est le cas de Senghor, ou qui sont entrés en 1935, c'est la même année, n'est-ce pas, c'est Césaire. Donc la plupart de tous ces intellectuels sont en quelque sorte réunis comme étant des modèles, qui sont les modèles de ce que la France a formé en quelque sorte à partir de la colonisation. D'une certaine façon, la revue se crée dans l'idée de pouvoir montrer, et c'est là le paradoxe de la revue, de montrer à la France qu'elle a servi à quelque chose, qu'elle a créé, bien sûr, n'est-ce pas, à travers le modèle qui est le modèle colonial, une certaine présence africaine en France, d'où le titre que j'évoquais tout à l'heure. Ce que va faire, malgré tout, Alioune Diop, dans cette création de la revue, c'est qu'il va essayer de légitimer par le biais de l'intellectuel, par le biais du monde intellectuel, cette présence qui est la présence justement africaine. Et il va faire appel, on le sait très bien, à la plupart des intellectuels qui sont des intellectuels français, qui, eux, ont pignon sur rue en France, qui, eux, sont reconnus dans les milieux qui sont les milieux de l'édition, qui sont reconnus dans le milieu de l'opinion publique, quelle que soit l'origine idéologique de ces auteurs. Et on va donc retrouver dans le comité de parrainage de la revue Présence africaine, non seulement des philosophes comme Sartre, on le sait très bien, mais qui est plutôt de gauche, et des écrivains comme André Gide, qui n'est pas situé véritablement à gauche qu'on le veuille ou non, et la plupart, bien sûr, n'est-ce pas, de tous ces intellectuels, qui sont des intellectuels chrétiens, et qui, sans être de gauche ou de droite, participent quand même, qu'on le veuille ou non, à une certaine idée, qui peut être celle de la reconnaissance de la présence des Africains, ou bien des Noirs en France. Donc la revue est ainsi légitimée. Donc la présence africaine est légitimée parce qu'un certain nombre, bien sûr, n'est-ce pas, d'intellectuels participent de ce premier numéro. Ce qui va faire justement de la revue une revue qui ne peut être lue et qui ne va être lue et qui ne sera lue que comme étant une revue d'intellectuels, essayant de pouvoir penser le monde qui est le monde noir à partir justement des idées qui sont des idées intellectuelles, à partir d'une certaine idée qui est celle, bien sûr, n'est-ce pas, du monde intellectuel. Le premier numéro de la revue est un numéro dans lequel Alioune Diop dit très clairement ce que doit être cette entreprise, n'est-ce pas, qui est une entreprise de présence des intellectuels noirs en France. Il s'agit de pouvoir, je l'ai dit tout à l'heure, montrer qu'on a bien ingurgité le savoir qui est le savoir européen, mais qu'on peut le régurgiter avec non seulement une parole qui est une parole propre, la parole des Noirs, mais avec un monde qui est un monde différent, qui est justement le monde africain. Et c'est la raison pour laquelle la revue va combiner la prise de position qui est une prise de position politique. Il faudrait que nous soyons capables de dire nous-mêmes ce que nous sommes. Je reprends ici l'expression qui est celle de Césaire, parler de nous à partir de nos propres mots, mais nous ne pouvons le dire qu'à partir d'une culture ou bien d'une société
que nous connaissons comme étant une culture, une société intime. C'est le monde noir, c'est le monde de l'Afrique, c'est le monde de la diaspora, et tous ces termes sont justement utilisés de façon totalement indistincte. On ne fait pas de différence à la revue Présence africaine dès le début entre les intellectuels qui viennent d'Afrique, les intellectuels qui viennent des Amériques noires, ou alors les intellectuels qui viennent de la diaspora, qui est la diaspora francophone. On met exactement sur le même plan Richard Wright, Senghor ou Césaire. Cela ne pose véritablement de problème à personne, comme je vais y revenir tout à l'heure, à partir, bien sûr, de l'action qui sera celle de l'apport culturel au moment des différents festivals. Or, cette création de la revue est aussi une première, pas simplement parce qu'il s'agit de réunir un certain nombre d'intellectuels, mais il s'agit de la première grande revue qui est créée à Paris par des Noirs intellectuels. Pourquoi? Parce que bien avant, il y a bien sûr, n'est-ce pas, un certain nombre de revues qui sont créées, mais ce sont des revues qui sont créées par des ouvriers. Par exemple, je pense ici, n'est-ce pas, à la revue, à la race nègre. La race nègre qui est créée en 1927 et en 1928, c'est une revue qui n'est pas faite par des intellectuels, c'est une revue qui est faite par des ouvriers qui se situent bien sûr, n'est-ce pas, dans le sillage du syndicalisme du Parti communiste en particulier, et qui revendique bien sûr, comme j'allais dire les autres ouvriers blancs, qui revendiquent bien sûr la particularité qui est celle des ouvriers noirs. Il s'agit d'une revue qui est une revue qui ne se situe pas du tout dans le sillage d'autres types de revues, comme des revues qui sont d'obédience religieuse, comme on peut le voir, par exemple, à travers un certain nombre d'autres qui sont créées, par exemple, n'est-ce pas, par des congrégations qui relaient, en France en particulier, ce qui se fait en Afrique, dans les différentes congrégations africaines. Et ici, je songe bien sûr, n'est-ce pas, aux différentes revues missionnaires que l'on peut trouver en particulier, par exemple, n'est-ce pas, du côté de Lyon. Cette revue, qui se veut bien sûr, n'est-ce pas, une revue intellectuelle, se détache en quelque sorte, qu'on le veuille ou non, de ce que je vais appeler les conditions qui sont les conditions historiques, idéologiques et politiques de la création d'une revue. Et la revue, de ce point de vue, apparaît comme étant une sorte de revue sans aucune opinion politique, sans aucune orientation politique, j'allais dire sans aucun attachement, qui est un attachement politique. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant pour Alioune Diop, parce qu'il s'agissait bien sûr, n'est-ce pas, de fédérer toutes les opinions possibles, tous les courants idéologiques possibles qui avaient quelque part relation avec l'Afrique noire. Et c'est sans doute la raison pour laquelle la revue Présence africaine n'est jamais apparue, mais au grand jamais, et jusqu'aujourd'hui, c'est la ligne qui a été tenue, n'est jamais apparue comme étant une revue idéologique. Elle n'est pas communiste, elle n'est pas socialiste, elle n'est pas de gauche, elle n'est pas de droite, elle est quelque part entre la plupart, bien sûr, n'est-ce pas, de tous ceux qui, liés à l'Afrique par cette présence, peuvent participer, n'est-ce pas, d'un discours qui se voudra, n'est-ce pas, un discours africain. Réunir donc des contraires, c'était en fait cela l'ambition d'Alioune Diop, mais réunir des contraires pour pouvoir fabriquer un discours qui serait un discours nouveau, le discours de l'Afrique, détaché complètement, n'est-ce pas, des circonstances idéologiques qui ont été jusque-là liées à l'Afrique. Et de ce point de vue, il suffira bien sûr, n'est-ce pas, simplement de rappeler que les conflits qui sont des conflits idéologiques dans l'Afrique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, entre les communistes par exemple et les chrétiens, comme on peut en voir des traces au Sénégal, ou bien comme on peut en voir des traces par exemple en Algérie, ces conflits-là ne seront jamais pris en compte dans la revue. Deuxième point qui conviendrait bien sûr, n'est-ce pas, de rappeler et qui est lié au précédent, c'est l'avènement 2 ans plus tard de la maison d'édition. La maison d'édition créée en 1949, je l'ai dit tout à l'heure à Alioune Diop, et qui au fond a une première mission assez immédiate, qui est celle de faire connaître par le biais de ce qui est écrit et publié en France un certain nombre de savoirs portés sur l'Afrique, avait au moins 3 ambitions. La première ambition, c'était, là encore, de maîtriser dans l'espace parisien le discours qui se tient en littérature ou dans les langues qui sont des langues occidentales sur l'Afrique. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, évidemment, là aussi, ces discours étaient des discours qui étaient tenus en France sur l'Afrique pour les Français, mais jamais en France pour les Africains. Donc évidemment, la littérature, si j'ose dire, n'est-ce pas, qui est une littérature qui porte sur l'Afrique, ne concerne pas du tout les Africains. Et je n'ai pas le temps ici, bien sûr, n'est-ce pas, de montrer comment toute une partie de la littérature de voyage, de la littérature ethnographique, de la littérature y compris de la géographie, se portant bien sûr, n'est-ce pas, sur l'Afrique, ou alors les contes se portant sur l'Afrique, avaient une ambition qui était celle de faire connaître aux Européens et aux Français en particulier ce qui se faisait en Afrique, et jamais en Afrique ce qui se faisait bien sûr, n'est-ce pas, en Afrique. Et évidemment, cette ambition était une ambition qui, là encore, invisibilisait
invisibilisait le regard que les Africains pouvaient porter sur eux-mêmes et invisibilisait de facto la critique que ces mêmes Africains pouvaient porter sur les ouvrages qu'ils portaient sur eux-mêmes. Ce qui fait que les maisons d'édition en France publiaient assez peu d'écrivains africains, assez peu de textes qui portaient sur l'Afrique et assez peu, bien sûr, n'est-ce pas, de pensées, qui étaient des pensées africaines. L'ambition ici, c'est celle-là. C'est en fait de se donner un lieu qui soit un lieu reconnu d'édition, de production, d'une pensée qui se voudrait une pensée autonome des Africains sur l'Afrique. Ou alors d'une pensée autonome de ce que les Africains pouvaient en quelque sorte créer de leur propre imaginaire sur l'Afrique, parce qu'il n'y avait pas de place en fait pour eux dans l'espace parisien. Et la première ambition que va faire Alioune Diop, c'est de rapatrier, en fait, si j'ose dire, à la maison, un certain nombre d'ouvrages qui étaient publiés, n'est-ce pas, dans quelques maisons d'édition, parisiennes, pour faire, n'est-ce pas, de présence africaine, justement, le lieu de la présence africaine. Alors, je prendrai ici deux exemples, si vous le voulez bien. Semen Ousmane, par exemple, qui publie bien avant Présence africaine ses œuvres chez Quatrephage, c'est-à-dire une maison d'édition parisienne, va en fait rapporter, bien sûr, n'est-ce pas, son ouvrage à Présence africaine. Et il en est de même, bien sûr, n'est-ce pas, pour Diabla, qui est le roman de Zobel, publié en 1937 et qui va revenir, bien sûr, n'est-ce pas, à présence africaine. Alors, je peux ici, n'est-ce pas, faire la liste de tous les ouvrages, n'est-ce pas, que Présence africaine va reprendre, comme si c'était en fait des ouvrages de Présence africaine, alors que les ouvrages sont parus, bien sûr, n'est-ce pas, un peu plus tôt. La seconde ambition, qui était bien sûr, qui prolongeait celle-là, c'était d'ériger en quelque sorte des vrais romanciers qui étaient des romanciers considérés comme étant des romanciers africains. Et 6 ans après la création de la maison d'édition en 1949, Présence africaine va créer son premier auteur. Le premier auteur africain, et c'est quelqu'un que vous connaissez sans doute très bien, c'est Alexandre Biyidi, futur Eza Boto, futur Mongo Betty. Alors, romancier, on le sait très bien, n'est-ce pas, qui est un peu sulfureux dans les années 50 parce qu'il est engagé politiquement, il est contre tous les pouvoirs de la colonisation, il sera un peu plus tard contre tous les pouvoirs de l'indépendance, mais c'est le premier romancier, qui est en fait le romancier de la maison d'édition Présence africaine, et qui va ainsi forger un modèle qui est un modèle du roman, qui est le modèle, n'est-ce pas, du roman de Présence africaine, c'est-à-dire un roman engagé, des écrivains qui en quelque sorte n'écrivent pas pour rien, et qui, lorsqu'ils n'écrivent pas pour rien, c'est-à-dire qu'au fond, il s'agit presque toujours pour eux, derrière ce qu'ils ont publié, de pouvoir tenir des discours, n'est-ce pas, qui sont des discours critiques sur et la situation des rapports entre la France et l'Afrique, et parfois, mais là c'est un peu plus compliqué en ce qui concerne Alioune Diop, sur la situation qui est celle de l'Afrique qui est née justement de la colonisation. Alors, cette idée-là va en quelque sorte pendant longtemps dominer le regard que l'on va porter, n'est-ce pas, sur les textes qui sont publiés à Présence africaine. Présence africaine apparaît pour tout le monde, je pense, après, comme étant la maison d'édition dans laquelle les auteurs, quand ils viennent, sont effectivement des auteurs qui sont des auteurs engagés, du point de vue du roman, mais ce sera sans doute, n'est-ce pas, le cas dans deux autres domaines sur lesquels je vais revenir dans un moment, que sont, bien sûr, n'est-ce pas, l'histoire, d'une part, bien sûr, n'est-ce pas, et la philosophie, je vais y revenir. Troisième élément qui est important, c'est également de pouvoir ériger des genres qui sont des genres littéraires complètement oubliés par les éditeurs français, c'est la poésie. La poésie est considérée, on le sait très bien, n'est-ce pas, à Présence africaine, comme étant le grand genre des années 50, et les grands poètes, qui sont des grands poètes africains, vont à peu près tous, n'est-ce pas, publier à Présence africaine, et parmi les grands poètes que vous connaissez très bien, il y a les grandes figures de la négritude, Damas, Senghor et surtout Césaire. Je m'arrête plutôt à Damas et à Césaire, parce que Senghor, comme vous le savez sans doute, est un auteur qui a très peu publié ses œuvres à Présence africaine. Il les a presque tous publiés au Seuil et pas à Présence africaine, pour des raisons qui lui sont propres et sur lesquelles je ne vais pas revenir ici, parce qu'il avait des accointances avec les milieux politiques de l'édition, parce qu'il était plus lié, bien sûr, n'est-ce pas, au fondateur des éditions du Seuil, pour avoir accueilli chez lui au Sénégal, vous le savez sans doute, n'est-ce pas, son fils qui est malheureusement décédé. Mais c'est une histoire particulière sur laquelle je ne veux pas m'appesantir ici. Mais il y avait toujours, n'est-ce pas, une orientation idéologique qui était une orientation idéologique catholique au Seuil, à laquelle était plus sensible Senghor que, par exemple, à une maison d'édition, à savoir Présence africaine, qui avait à peu près la même sensibilité. Mais comme il y avait des communistes et des socialistes dans cette autre maison d'édition, il trouvait, bien sûr, n'est-ce pas, qu'il n'y avait pas là des apparentements qui pouvaient lui être convenables. Deux auteurs donc qui vont devenir, n'est-ce pas, des auteurs phares de la négritude, qui fait que la négritude aujourd'hui est considérée comme ayant été érigée à Présence africaine, à savoir Damas, dont toute l'œuvre va être rapatriée là aussi
à présence africaine. Je cite ici Pigment et Névralgie pour des recueils de poèmes que vous connaissez sans doute très bien. Et d'autre part, celui que l'on considère, que l'on peut considérer comme étant l'auteur phare de la maison, le grand auteur de la maison sans qui la maison d'édition Présence africaine n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui, à savoir Aimé Césaire, dont toute une partie, bien sûr, n'est-ce pas, de la poésie sera rapatriée à Présence africaine, et en particulier son plus grand recueil, son plus grand poème, Cahier d'un retour au pays natal, publié en 1939, comme vous le connaissez, comme vous le savez sans doute, et qui arrive assez simplement, bien sûr, n'est-ce pas, à la maison d'édition en 1956 dans une nouvelle édition, et qui va rester, bien sûr, n'est-ce pas, comme tel dans cette maison, mais aussi tout son théâtre, sauf un seul, bien sûr, n'est-ce pas, qui est une tempête, mais la plupart, n'est-ce pas, de son théâtre, et la première grande pièce qu'il va écrire avec Présence africaine, c'est la tragédie du roi Christophe, pièce écrite en 1961-1963, jouée, comme vous le savez sans doute, n'est-ce pas, à l'Odéon en 1964, avec création à Présence africaine d'une association qui est l'association de défense de la tragédie du roi Christophe. Pourquoi? Parce que la pièce avait été interdite, vous le savez sans doute, n'est-ce pas, par les autorités françaises suite à son jeu, à sa représentation, pardon, à l'Odéon. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'une pièce qui, d'une certaine façon, remettait en cause la relation que la France avait établie avec Haïti à travers, bien sûr, n'est-ce pas, la figure du roi Christophe. Donc, cette figure, qui est une figure littéraire, va faire que Présence africaine va aussi apparaître comme étant le lieu à partir duquel on peut publier, on peut faire jouer des pièces qui, en quelque sorte, remettent très précisément en cause la relation que la France entretient avec un certain nombre de territoires de l'outre-mer. Or, justement, Présence africaine sur ce sujet va être sans doute le porte-parole des intellectuels haïtiens, qui, en fait, sont en délicatesse avec les autorités françaises depuis la fin des années 50. Pour des raisons qui sont liées au rapport très complexe que la France va entretenir avec Haïti, vous le savez très bien, depuis la Révolution et depuis l'indépendance d'Haïti en 1803 et en 1804. Et j'en profite, puisque nous sommes en 2025 et que l'on est en train, bien sûr, n'est-ce pas, de célébrer le bicentenaire de la dette haïtienne, pour rappeler qu'au fond, la France a eu un problème à reconnaître l'indépendance haïtienne. Il a bien sûr, n'est-ce pas, fallu attendre 18 ans, en 1922, pour que la France commence à avoir des pourparlers avec les autorités qui sont des autorités haïtiennes, et qu'au fond, en 1825, la France accepte que Haïti, qui avait obtenu son indépendance par une guerre qu'elle avait gagnée, paye en fait cette indépendance en rétribuant bien sûr les propriétaires pour avoir perdu, eux, ces propriétaires, bien sûr, n'est-ce pas, et leurs terres et leurs esclaves. Donc évidemment, on comprendra pourquoi la présence africaine dès le début des années 60 va être en quelque sorte le lieu où la plupart des intellectuels haïtiens vont en quelque sorte, bien sûr, n'est-ce pas, trouver refuge, comme le feront bien sûr un certain nombre d'intellectuels noirs américains, je pense ici, n'est-ce pas, à Richard Wright par exemple, au moment du congrès de 1956. Donc cette maison d'édition, je le rappelle, on le voit très bien, veut faire donc la promotion des auteurs, veut faire la promotion des textes, veut faire la promotion d'un certain nombre de genres littéraires, propre à ce que l'on pourrait considérer, n'est-ce pas, comme étant les auteurs de la diaspora, ou propre, n'est-ce pas, au monde qui est en quelque sorte, n'est-ce pas, le monde noir, pour reprendre le terme qui est utilisé assez souvent, n'est-ce pas, dans les années 60 et qu'on a un peu du mal, bien sûr, n'est-ce pas, à utiliser aujourd'hui en France, comme vous le savez sans doute. Troisième point que je voudrais évoquer, et qui est là encore lié aux deux précédents, c'est la fameuse entreprise culturelle. Donc à partir de 1950, Alioune Diop va concevoir l'idée qu'on devrait sans doute, à côté de la maison d'édition Présence africaine et à côté de la revue Présence africaine, faire quelque chose pour la fameuse visibilisation dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire une entreprise qui soit pas simplement une entreprise culturelle, intellectuelle, mais une entreprise qui viserait justement à montrer ce que, pour reprendre une expression que j'emprunterai à Léopold Sédar Senghor de 1939, pour montrer ce que l'Afrique noire apporte. Qu'est-ce que l'Afrique noire apporte à la civilisation? Qu'est-ce que l'Afrique noire apporte, bien sûr, n'est-ce pas, au monde? Or, pour ce faire, il fallait, bien sûr, n'est-ce pas, créer une sorte de mouvement, qui est un mouvement culturel. Il va donc imaginer les fameux congrès. Le premier congrès, qui va donc avoir lieu en 1956, va être organisé pendant presque 6 ou 7 ans, de 1951 à 1956, au cours duquel il a fallu non seulement rassembler les intellectuels noirs du monde entier et de la diaspora en français et en anglais, non seulement ériger, bien sûr, un programme dans lequel il suffisait
pardon, il fallait qu'un certain nombre d'intellectuels conçoivent le rapport que ces intellectuels devaient apporter à la civilisation et à la culture. Mais il fallait surtout, et c'est cela qui est important, il fallait surtout trouver un lieu qui, à Paris, le plus symbolique possible, permettait que cette visibilisation soit la plus visible possible. Et Alioune Diop avait en tête une idée. Le seul lieu, parce qu'on parle de place ce matin, ça me revient, le seul lieu, bien sûr, n'est-ce pas, où à Paris, la visibilité intellectuelle est possible, c'est la Sorbonne. Et évidemment, Alioune Diop va se battre pendant presque 1 an et demi pour que le recteur de Paris accepte de lui donner l'autorisation que le congrès se tienne en septembre 1956 à la Sorbonne. Et je rappelle simplement que le congrès se tient du 19 septembre au 24 septembre, mais que le 17 septembre 1956, Alioune Diop n'avait pas eu l'autorisation en fait, de pouvoir tenir ce congrès à la Sorbonne. Il avait fallu l'entre-gens de Césaire et Senghor, députés de l'Assemblée nationale, pour que, effectivement, la transgression ait en fait lieu et qu'au matin du 19 septembre, le recteur de Paris puisse signer, bien sûr, n'est-ce pas, l'autorisation que se tiennent, en fait, à Paris, ces assises, qui étaient pourtant, pour Alioune Diop, des assises importantes. Pourquoi? Parce qu'il est considéré, d'abord, ces assises comme étant une sorte de Bandung culturel. On est en 1955, la conférence de Bandung a eu lieu en 1956, vous le savez très bien avec les assises de Soekarno et l'importance de l'Égypte pour l'époque, et ce que Alioune Diop veut faire lui aussi, c'est de faire la même chose qu'en politique, c'est-à-dire de créer, bien sûr, n'est-ce pas, une dimension qui est une dimension culturelle, qui est, bien sûr, n'est-ce pas, celle qui doit être accordée à cet élément. Or, Bandung avait eu ceci de particulier, vous le savez sans doute, c'est la naissance de ce qu'on va appeler, n'est-ce pas, le tiers-monde. C'est-à-dire un monde qui n'est ni pour le bloc de l'Est, ni pour le bloc de l'Ouest, mais quelque chose, n'est-ce pas, qui se voudrait un peu autonome, un peu à part. Et c'est bien l'image que Alioune Diop va prendre dès le premier jour du congrès, lorsqu'il considère, lui aussi, que ce congrès des écrivains et artistes noirs doit être quelque chose un peu à part, pas complètement à droite, pas complètement à gauche, pas complètement à l'Est, pas complètement à l'Ouest, mais une sorte d'autonomie, qui est une autonomie du monde noir. Et en ce sens-là, il conçoit justement le monde noir, non pas simplement comme étant un monde fermé à l'Afrique, mais un monde qui contient non seulement l'Afrique en tant que telle, mais également les diasporas, et je rajouterai toutes les diasporas africaines, y compris le monde maghrébin, j'insiste bien sûr, n'est-ce pas, sur ce point, même si cette dimension-là n'avait pas été complètement reprise après, c'était le monde qui est en fait le monde noir dans toute son étendue, à la fois l'étendue continentale et l'étendue de l'outre-mer. Or, derrière cet élément, il y a une notion, qui est une notion importante que Alioune Diop va prendre justement à son compte, c'est la notion de culture. Si on se détache du politique, si on ne veut être, bien sûr, n'est-ce pas, ni du bloc de l'Est, ni du bloc de l'Ouest, il faudrait trouver l'élément qui est l'élément fondateur, l'élément qui réunit en fait tous ces intellectuels, c'est le mot de culture. Et ce mot de culture est un mot qu'il emprunte non pas simplement à la Société européenne de culture, créée, je rappelle, bien sûr, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour pouvoir se détacher, on le sait, bien sûr, détacher l'Europe du nazisme et de ses conséquences, mais créer également, à travers le mot de culture, une sorte de lieu qui serait justement le lieu où se reconnaîtraient les Africains, quelle que soit, bien sûr, n'est-ce pas, leur origine qui est une origine propre, quelles que soient les langues qu'ils parlent, des langues africaines ou alors des langues européennes, mais quelles que soient aussi les orientations qui pourraient être, n'est-ce pas, les orientations politiques ou idéologiques de ceux-ci, comme une sorte à la fois de lieu neutre, je viens de le dire, mais également de ferment de développement d'une sorte d'imaginaire ou une sorte de pensée. Même si le terme n'est pas utilisé, bien sûr, n'est-ce pas, par Alioune Diop à l'époque, il me semble que lorsqu'on y réfléchit avec la distance, on ne peut pas ne pas songer, bien sûr, n'est-ce pas, à l'influence qu'a subi Alioune Diop de la pensée de Gramsci. C'est-à-dire qu'au fond, il s'agit là de pouvoir lutter contre l'hégémonie culturelle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui est à l'origine de l'esclavage ou ce qui est à l'origine de la colonisation, c'est bien une domination qui est une domination culturelle de l'Europe. C'est bien sur cette domination culturelle de l'Europe qu'elle a capitalisé à la fois la domination économique d'une part et la domination financière de l'autre. Et c'est bien sur cette domination qui est une domination culturelle qu'elle peut, en quelque sorte, bien sûr, n'est-ce pas, asseoir
le pouvoir qui est le sien, puisque la plupart, n'est-ce pas, de tous ceux qui pensent en Afrique pensent d'une certaine façon, n'est-ce pas, dans les langues qui sont des langues européennes et très peu précisément, n'est-ce pas, dans les langues qui sont des langues africaines. Et c'est bien cela, en quelque sorte, que avait en tête, je crois, Alioune Diop, puisqu'il s'agissait bien sûr, n'est-ce pas, d'inverser tout simplement l'hégémonie qui est une hégémonie culturelle européenne. Et évidemment, si le seul lieu qui est celui d'inverser l'hégémonie culturelle, c'est la Sorbonne, c'est parce qu'il considère que le lieu est un lieu à prendre. Ce lieu de savoir, n'est-ce pas, est un lieu à prendre, c'est un lieu à conquérir. Et faire ce colloque dans ce lieu, c'était symboliquement prendre, effectivement, n'est-ce pas, le pas dans cet espace qui est l'espace de la culture dominante européenne. Que ce soit vrai ou faux, je ne voudrais pas, n'est-ce pas, débattre de ce point, mais on pourrait le faire. Que ce soit vrai ou faux, la question n'est pas là. La question est de savoir si c'est symboliquement vrai ou pas. La réponse est oui, puisqu'en fait, parler comme à la Sorbonne, ça voulait dire, bien sûr, n'est-ce pas, quelque chose à ces intellectuels qui étaient passés, bien sûr, n'est-ce pas, par tous les systèmes, qui étaient les systèmes de formation français, comme je viens de l'évoquer, que ce soit le lycée Louis-le-Grand, ou alors que ce soit l'école normale supérieure. Il y a là, bien sûr, n'est-ce pas, des représentations qui sont des représentations assez importantes. Le second congrès qui va avoir lieu en 1959, ce n'est plus à Paris, c'est à Rome. Là encore, le choix n'est pas un choix hasardeux. Même s'il y a là, bien sûr, n'est-ce pas, des circonstances qui sont des circonstances qui conduisent à ce que l'événement se tienne là-bas plutôt qu'à Prague. Et parmi ces circonstances, il y a bien sûr le fait que le pape de l'époque, Jean XXIII, est un pape qui est ouvert à l'Afrique. Je le rappelle à toutes fins utiles, c'est l'époque de Vatican II. On est en train, n'est-ce pas, de repenser la manière dont l'Église catholique va en quelque sorte se situer dans la mondialisation, dans la diaspora, et en particulier dans la diaspora la plus importante, pour l'époque, qui est la diaspora africaine. Je rappelle simplement la conversion, on le sait très bien, n'est-ce pas, au Congo du premier roi africain, qui va, n'est-ce pas, conduire à faire du Congo un grand lieu, qui est un grand lieu de catholicisme. On est bien sûr, n'est-ce pas, à la fin du XVIIe siècle, et que le Congo va devenir, n'est-ce pas, pendant longtemps, dans les relations que le Congo va entretenir avec le Vatican, une sorte de lieu important pour le catholicisme en Afrique. Donc ce n'est pas un hasard si Alioune Diop, musulman au départ, qui s'est converti au catholicisme, je le rappelle à toutes fins utiles, en s'appelant Jean, va en quelque sorte, bien sûr, n'est-ce pas, amener cette institution à Rome. C'est là encore, comme pour la Sorbonne qui était en quelque sorte déjà religieuse avant d'être laïque, comme vous le savez sans doute, une autre conquête, n'est-ce pas, d'un espace qui est un espace de domination culturelle, c'est Rome. Rome, c'est la domination culturelle de l'Europe sur une sorte de chrétienté mondiale. Et il fallait, bien sûr, n'est-ce pas, qu'à cette occasion, un certain nombre d'intellectuels africains fassent en fait le voyage vers la papauté romaine. C'est bien ce qui va être fait, puisque la plupart de ces intellectuels qui seront reçus en fait à Rome par le pape vont en quelque sorte faire allégeance au pape, y compris, n'est-ce pas, le plus mécréant d'entre eux, qui n'est autre que Léon Gontran Damas, bien sûr, n'est-ce pas, le poète guyanais. L'importance, bien sûr, n'est-ce pas, de ce lieu, du point de vue intellectuel, tient précisément au fait qu'il existe dans l'esprit d'Alioune Diop une sorte de domination qui est une domination chrétienne de l'Europe sur une pensée qui est une pensée rapportée à la spiritualité africaine, qu'il faudrait conquérir aussi. Et le simple fait que le pape de l'époque ouvre en quelque sorte les portes du Vatican à une certaine approche, qui serait une approche que j'appellerais ouverte de la chrétienté, lui permet en quelque sorte à Alioune Diop de pouvoir affirmer que les intellectuels noirs africains ou les intellectuels noirs de la diaspora, au-delà des oppositions qu'ils ont entre eux sur la question religieuse, peuvent prendre celle-ci, la religion, comme étant, n'est-ce pas, un lieu de pensée. Ce qui va se produire précisément en 1959, et cela est important pour l'avenir de la revue, c'est que les jeunes, intellectuels noirs de l'époque, vont en quelque sorte remettre en cause la domination, n'est-ce pas, qui est celle des aînés, celle de Césaire, par exemple, de Damas et de Senghor. Et parmi ces intellectuels, bien sûr, je vais en citer simplement deux, il y a Frantz Fanon. On est en 1959, il va mourir deux ans plus tard, en 1961. Il y a Frantz Fanon et il y a, bien sûr, n'est-ce pas, Édouard Glissant. Pourquoi Frantz Fanon? Parce que Frantz Fanon remet complètement en cause la démarche qui est celle, bien sûr, n'est-ce pas, d'Alioune Diop. Frantz Fanon, qui est très radical, on le sait déjà à cette époque, estime que la démarche qui est celle d'Alioune Diop est encore une démarche que l'on pourrait considérer, n'est-ce pas, comme étant généreuse de la pensée, n'est-ce pas, qui est la pensée africaine, de ce qu'il faudrait faire, n'est-ce pas, de l'action des jeunes Africains. L'action ici doit être une action radicale. Et c'est bien ce que va souligner Frantz Fanon en 1959.
qui remet d'ailleurs en cause, comme vous le savez sans doute, n'est-ce pas, la préface que Sartre va donner, bien sûr, n'est-ce pas, à son ouvrage bien connu, Les damnés de la Terre. Il estime que Sartre a trahi en quelque sorte la pensée qui est celle des intellectuels noirs de l'époque, puisque cette pensée-là est une pensée humaniste et universelle, là où on pense bien sûr que c'est une pensée de révolte et simplement d'opposition. Il s'agit bien sûr, n'est-ce pas, de pouvoir admettre l'idée que l'universalisme et l'humanisme des Africains doit porter précisément sur la prise en compte des conditions qui sont les conditions de la colonisation qui, elles, n'ont pas disparu avec l'avènement des indépendances qui sont en train de poindre, comme on a vu, bien sûr, n'est-ce pas, celle du Ghana et celle, bien sûr, n'est-ce pas, de la Guinée quelques années auparavant. La Guinée en 58 et puis le Ghana en 1957. D'autre part, et c'est la pensée, bien sûr, que l'on peut voir clairement du point de vue d'un certain nombre d'autres jeunes qui, en fait, n'est-ce pas, remettent totalement en cause l'idée selon laquelle l'idée de l'universel est une idée qui peut se faire sans une prise en compte de la situation particulière que vivent un certain nombre de sociétés post-indépendantes, de sociétés post-coloniales et post-esclavagistes. C'est effectivement la pensée qui se met déjà en place dans l'œuvre d'Édouard Glissant, qui va entrer, bien sûr, n'est-ce pas, en conflit, je le signale à toute fin utile, assez rapidement, dès la fin des années 50, avec la ligne que suit Alioune Diop. Pourquoi est-ce que ces deux jeunes entrent évidemment en conflit? Parce qu'ils sont non seulement déjà reconnus dans leur domaine, qui sont des domaines particuliers. Je pense ici, n'est-ce pas, à Fanon et à la psychiatrie. La psychiatrie qu'il a déjà mise en place, on le sait très bien, en Algérie. Et je pense ici à Édouard Glissant. Pourquoi? Parce que l'année d'avant, il a reçu le prix Renaudot et qu'il est, bien sûr, n'est-ce pas, connu déjà dans l'espace public français comme étant un intellectuel noir venu de l'outre-mer dont l'œuvre ne passe plus du tout par le biais de Présence africaine. Donc, Présence africaine se retrouve en fait en 1959, un tout petit peu en porte-à-faux par rapport aux jeunes intellectuels africains dont la pensée et dont la modalité de construction de la pensée n'est plus du tout celle de Présence africaine. C'est peut-être la raison pour laquelle Alioune Diop va imaginer autre chose, à savoir le retour, si je dis en Afrique. C'est-à-dire le retour sur les fonds baptismaux, bien sûr, n'est-ce pas, de la reconnaissance d'une pensée qui serait une pensée africaine en Afrique. C'est 1966, le Festival des Arts Nègres, qui va se dérouler à Dakar, dans des conditions où Alioune Diop imagine que pour pouvoir, bien sûr, n'est-ce pas, penser l'Afrique, qui est l'Afrique contemporaine, il ne faudrait peut-être pas seulement s'intéresser à la littérature, il ne faut peut-être pas seulement s'intéresser à la pensée, il faudrait peut-être s'intéresser aux arts. Les arts sont en quelque sorte ce qui va pousser Alioune Diop à organiser en 1966 le Festival des Arts Nègres, avec l'aide, on le sait très bien, n'est-ce pas, de Léopold Sédar Senghor, qui, on le sait très bien, n'est-ce pas, est en relation avec la plupart des artistes qui sont des artistes français de l'époque qui vont, n'est-ce pas, illustrer un certain nombre de ces poèmes, mais avec l'aide également du ministère des Affaires, du ministère de la Culture en France, qui, par l'intermédiaire, bien sûr, n'est-ce pas, d'André Malraux, va en quelque sorte, n'est-ce pas, transporter à Dakar un certain nombre d'œuvres d'art, qui sont des œuvres d'art françaises, qui vont être mises, bien sûr, n'est-ce pas, à la disposition d'un certain nombre d'Africains. Le but est assez simple dans l'esprit d'Alioune Diop, c'est d'apporter aux Africains des arts qui sont les arts du monde. Et évidemment, il n'y avait pas eu d'exposition d'art européen au Sénégal ou dans un pays africain pendant au moins 2 ou 3 siècles. Ça n'avait jamais eu lieu. Pourtant, cet art-là est un art qui avait intégré, on le sait très bien, un certain nombre de représentations qui étaient des représentations, bien sûr, n'est-ce pas, de l'Afrique. Et d'autre part, il s'agissait de pouvoir exposer aux Africains en Afrique la diversité des arts qui sont des arts africains. Que ces arts soient des arts produits dans la plupart des pays africains, la Guinée par exemple, ou la Côte d'Ivoire, puisque chacun de ces pays était appelé à présenter au moment du festival ce qui faisait en quelque sorte sa particularité du point de vue artistique, mais présenter également aux Africains ce qu'était devenu en fait cet art, et en particulier sa diffusion en diaspora, et en particulier, bien sûr, n'est-ce pas, dans les Caraïbes, et ou bien aux Amériques du Nord, donc les États-Unis. Et donc, de ce point de vue-là, la plupart des artistes noirs, tous, bien connus aux États-Unis, ou alors la plupart des artistes connus aux Caraïbes, vont faire en quelque sorte de ça le voyage
à Dakar, au Sénégal, pour pouvoir, bien sûr, n'est-ce pas, rendre compte de cette réalité qui est la réalité artistique. Ce qu'il faudrait prendre en compte dans cette histoire, c'est un événement qui est un événement important, c'est qu'en 1966, pour la première fois, une pièce qui est une pièce de théâtre bien connue, qui a fait le tour du monde, va faire son apparition en Afrique. C'est la tragédie du roi Christophe, qui est jouée, bien sûr, n'est-ce pas, en Afrique, avec une troupe qui est une troupe noire. C'est-à-dire qu'une troupe qui est une troupe d'Africains qui, en fait, avait fait la tournée, qui est la tournée européenne, c'est-à-dire la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, mais n'avait jamais été jouée en Afrique. Et d'autre part, il fallait, bien sûr, n'est-ce pas, montrer aux Africains qu'enfin, dans le système qui était le système du théâtre européen, enfin, il pouvait y avoir, n'est-ce pas, des acteurs noirs. J'insiste, bien sûr, n'est-ce pas, sur cette notion d'acteur noir qui, aujourd'hui, est peut-être un peu banale ou galvaudée, mais il faudrait savoir, bien sûr, que dans les années 50-60, ben, il n'y avait pas, justement, en France, sinon très peu, d'acteurs, n'est-ce pas, qui jouaient dans la plupart, bien sûr, n'est-ce pas, des troupes de théâtre français, des pièces qui étaient, bien sûr, n'est-ce pas, des pièces européennes ou bien des pièces françaises, dans lesquelles il y avait des personnages qui étaient des personnages noirs. Je songe ici, bien sûr, n'est-ce pas, au cas qui est le cas emblématique, qui est celui d'Othello, qui, en fait, on le sait très bien, n'est-ce pas, pour certaines représentations, permettait, n'est-ce pas, de faire jouer des Européens qui étaient grimés à la Othello. Donc, il y a là, n'est-ce pas, une sorte, n'est-ce pas, de revendication, n'est-ce pas, qui est une revendication importante. Je rajoute, et c'est important, bien sûr, n'est-ce pas, pour les années 60, que l'avènement de cet intérêt pour l'art va effectivement conduire, on le sait très bien, à Dakar, à faire apparaître un conflit qui est un conflit important entre les États-Unis et la Russie, puisque si les États-Unis, avec la France, soutiennent en quelque sorte, on le sait, en le festival qui est le festival des Arts Nègres de Dakar, la Russie n'a pas reçu, on le sait très bien, l'agrément pour pouvoir assister à cet événement et va donc louer un bateau qui va stationner, n'est-ce pas, au large de Dakar. Et évidemment, cette initiative va permettre, bien sûr, n'est-ce pas, aujourd'hui de savoir très exactement ce qui s'est passé, n'est-ce pas, au moment de ce festival. Le même intérêt pour l'art va se retrouver ensuite, on le sait très bien, au Nigeria en 1977, où on le sait très bien, ce qui est intéressant pour la présence africaine, c'est en quelque sorte de montrer l'autre pendant, qui est le pendant de l'art africain, mais du point de vue justement anglophone. Et c'est pas un hasard si cela est créé, bien sûr, n'est-ce pas, à Lagos, au Nigeria, parce qu'il s'agissait bien sûr, n'est-ce pas, de montrer comment il y a un dynamisme qui est un dynamisme non plus simplement francophone, mais un dynamisme complètement anglophone de ce qui se produit, bien sûr, n'est-ce pas, en Afrique, du point de vue de l'art. Le temps m'étant compté, je vais abréger, bien sûr, n'est-ce pas, ce point, mais on pourra y revenir si vous le voulez bien. Je conclus par un point qui me paraît être un point important et qui sans doute nous ramène, me semble-t-il, n'est-ce pas, à l'objet de ce symposium consacré, bien sûr, n'est-ce pas, à la mondialisation de la pensée. Il me semble que l'entreprise Présence africaine n'a pu se penser qu'avec la mondialisation. Il ne peut pas se penser autrement qu'avec la mondialisation, parce que c'est un fait. Et que ceci a eu sans doute des conséquences dans la représentation que la maison d'édition ou bien la revue a eu de ce que devait être dans cette mondialisation, non pas simplement les acteurs de la mondialisation, c'est-à-dire les sujets qui pensent en fait la mondialisation, sujets artistiques noirs, auteurs noirs, écrivains noirs, mais également comment cette mondialisation pouvait être pensée du point de vue qui est celle du savoir en tant que tel, c'est-à-dire quels sont les concepts, quelles sont les notions qui peuvent permettre, bien sûr, n'est-ce pas, cette pensée. Et en ce sens-là, elle a sans doute initié un modèle de pensée qui est ce que je vais appeler un modèle de pensée lâche, mais au bon sens du terme. Le modèle de pensée lâche suppose, bien sûr, n'est-ce pas, de quitter totalement les idéologies qui ont été à la base de la mondialisation pour pouvoir forger un monde qui, lui, ne peut pas accepter, bien sûr, n'est-ce pas, ces idéologies, puisque ces idéologies sont contre-productives du point de vue de l'avènement de la mondialisation. Enfin, je pense que, là encore, la dimension lâche va conduire sans doute à décloisonner complètement les savoirs, les pensées, ou alors les catégories qui sont les catégories de pensée. Et la littérature est devenue, comme la poésie, et les écrivains comme les poètes sont devenus en quelque sorte des acteurs de la philosophie, ou bien les acteurs de la pensée. S'il n'y a pas de philosophie,
Pardon, il n'y a pas de philosophie sans poésie, il n'y a pas de poésie sans philosophie. Je reprends ici, n'est-ce pas, une expression que j'emprunte, bien sûr, n'est-ce pas, à Édouard Glissant et à sa philosophie de la relation. Pourquoi? Parce qu'au fond, dans ce monde qui est celui justement de la mondialisation, et puisque les catégories ne sont pas admises, il faut inventer les catégories pour pouvoir justement permettre la pensée. Et le seul lieu ou le seul moyen justement de pouvoir inventer les catégories, c'est la poésie. La poésie est, en quelque sorte, pour reprendre encore une expression que j'emprunte à Édouard Glissant, c'est une poésie en étendue, c'est-à-dire celle qui permet, bien sûr, de pouvoir étendre le plus possible et au-delà de toutes les possibilités, les conditions ou les capacités de penser. Voilà, en quelque sorte, ce que j'avais à vous proposer sur l'importance de la revue Présence africaine. Pardon de ne m'être arrêté qu'en 1979, mais j'aurais pu aller jusqu'en 1981 avec Moudimbe ou alors, bien sûr, n'est-ce pas, avec Eboussi, mais vous avez fait le chemin vous-même, je pense. Merci beaucoup. Thank you very much. So I have tried to have a summary in English, so for whom who are interested to have a summary of the talk and couldn't follow in French, I have a summary. We can discuss it with you during the break. So we have time, I think, for one or I would say 2 questions, not long questions, and then we go to the second presentation. So since the talk was in French, it's also possible to ask you a question in French also. I will write. Should we ask a question in French or in English? Which one? I think it's no problem if you can. I think you can ask it in English. There's no problem. Maybe you can go so that everyone is included. Yeah, English. Okay, English. Right? Yeah. Okay. So I understood that there is a saying in English, necessity is a mother of invention, and I could categorize this la présence Afrique comme une invention de l'histoire, like a invention of history. And so since we are talking about a philosophical philosophizing in a global world, your history, your beautiful history of this review of this place of the African literature shows that actually there are 3 levels, and some of it is the cultural, the cultural situation of this particular presence of Africa, which is trying to make visible what has been invisible. So I would like to see because it's a beautiful, very beautiful presentation in the area of literature, in the area of propaganda, I would say, of opinion. So, which makes me, since we are in a philosophical background, context, to ask if actually there is any philosophical movement in this, a philosophical spirit that was transversing these multi-dimensional categories of literature, politics, civilization, colonization, and all the rest of them, and even to the point of intellectual movement and to the level of cultural movement. So is there what is a very movement of philosophical movement that we could derive from this Présence Afrique? You have used a word which is Moudimbe word, the invention of Africa. And I think that what is the issue of Présence Africaine is to reinvent the Africa, or to make a new invention of, how can I say, an African invention of Africa. I think is the right word, because Présence Africaine want to show another Africa which is not European Africa, which is not Asian Africa, and which is not Arabic Africa, but which is something like Black Africa, and I make quote on Black Africa, or indigenous Africa. I make quote on indigenous because it's indigenous in French or in English or in Germany. I don't know. Yes, but it is a vision, a new vision, another vision of Africa. I think is the point.
Okay, so I have taken the message. So let's leave it at that. Thank you. Two other questions. Who was the? I see you first. Yeah, go on. Just I have a curious question because I'm interested to know what about this impact of Prisons Africa, because when I read Hontonja across that he was active in this journal and this edition. So I want to know if there is some studies about this Prisons of Africa. Some studies concerning the impact of this. There is a lot of theses, dissertations, especially in the philosophical fields. Yes. I mean. Yes. Okay. Yes. Yes, a very quick question. C'est vraiment une question de curiosité parce que parmi les premiers grands romans publiés par Présence africaine, il y a Mongo Betty. Ville Cruelle. Ville Cruelle. Esaboto, not Mongo Betty. Yes, not Mongo Betty at that time, but Esaboto. Yes. So we know that after that, Mongo Betty created his own house, review. Publishing house. Peuple Noir. So I wanted just to know what explains this, I can say, distance between Mongo Betty and the person who published him. No, not Mongo Betty, Esaboto. Alexander Biidi, to name the author, with that person who played a very important role in his on his birth as a writer, I can say. How can I say that? Mongo Betty or Esaboto or Alexander Biidi. Alexander Biidi is some kind of problematic author who hate what he loved yesterday. He loved very much Présence Africaine. And he said that I am a son of Présence Africaine. He says that. But he is the more critic of Présence Africaine since the 1955 or 1956. And because he thinks that Présence Africaine is a house, a publisher house, great one, but he don't know to publish his book. And he's not wrong. And he says that because he has the problem with this house about money. Présence Africaine don't respect the contract in 1956 or in 1957. And I think that is more publishers don't respect contract in those days, but he don't want that Présence Africaine, which he loves too much, make the same thing like the others. And I have the letters exchange with Alioune Diop, 200 pages. I have it. I can't publish it before the death of Mrs. Diop. There is something which is she don't want to read it, and it is related to this topic, because Alexander Biidi thinks that he can do more, he can do best, like Alioune Diop. Last question. Yeah. Two short questions. One. What is the current status of Présence Africaine in terms of activity? It's still active. Then two, because this applies even to the English-speaking journals and publications, has Présence Africaine tried to go beyond the French boundary? Because I think there's a big problem. It looks like it's presenting more of French Africa than Africa. The same problem the English and the Portuguese journals also face. They present more of English and Portuguese than the French and Arabic.
So as Presence African tried to go beyond the language boundaries and present a wide Africa. Yes, a lot of authors in the review publish in English, and sometimes there is a translation, sometimes not, because the translation is too heavy. And to translate articles, you need a translator, and Presence African don't have money to pay translators. And is the reason why the problem of translation, I don't have the time to say something about that, but if you take Things Fall Apart, a novel like that, it was not well translated in French by Presence African, and there is a lot of problems. This is the reason why they changed the house publisher 6 or 7 years ago, because there is problem of translation. And there is a series published in English in US since 1969 to 1975. There is a lot of publishing in English, just in English, but for the US, and not translated in French. Because there is a university, I think University of California or something like that, but I'm not sure. We have paid to publish in English and just English. Thank you. So.